quand j'étais plus jeune, ça a eu un gros impact au niveau de ma sociabilisation. Je me sentais beaucoup marginalisée. J'ai l'impression d'être la seule en fait qui vivait cette situation-là. Je m'interdisais beaucoup d'aller à des booms à l'époque. Je m'interdisais beaucoup d'aller au cinéma parce que pour moi, je devais rester tout le temps avec ma sœur quand j'avais du temps libre. Aider, s'entraider. Le podcast qui donne la parole aux aidants. Les aidants représentent en France plus de 9 millions de personnes. Ce sont des hommes et des femmes qui soutiennent quotidiennement un proche en perte d'autonomie, en situation de handicap ou de maladie. Aider, s'entraider, un podcast proposé par Malakoff Humanis en partenariat avec Audencia. Léonora a 28 ans. Elle aide dans tous les actes de la vie quotidienne Joyce, sa sœur aînée, âgée de 35 ans, polyhandicapée et atteinte de paralysie cérébrale. Alors moi, je suis aidante depuis 22 ans. À l'âge de 6 ans, l'âge à laquelle mes parents se sont séparés, j'ai commencé à endosser ce rôle de jeune aidante. Donc j'ai dû être le partenaire en fait de ma mère pour l'aider, pour que la vie au quotidien puisse s'articuler normalement. Il a fallu qu'on soit des membres d'une même équipe. Alors moi j'aime bien le terme aimant et aimante. Il y en a beaucoup qui l'utilisent et c'est vrai que ça reflète bien ce qu'on ressent en fait vis-à-vis de la personne qu'on aide. C'est dans un premier temps un acte d'amour, d'aider quelqu'un et de vouloir l'aider à pallier sa dépendance, que ce soit des personnes un peu plus âgées que ma sœur ou même que ce soit un parent, un conjoint. C'est de l'amour pur et dur, on va dire. Et ensuite, le terme aidante, ça met un peu en lumière, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on aide énormément. Donc, ce terme est assez approprié, mais peut-être que si on trouve un autre mot un peu plus joli, ça décrirait peut-être mieux aussi ce qu'on vit et nous, ce qu'on sent. C'est vrai qu'à travers le terme aidant, on catégorise beaucoup l'aide, mais on oublie du coup notre émotion à nous qui sommes aidants. Parce qu'on ne parle pas déjà de l'amour, mais on ne parle pas du sacrifice, on ne parle pas de l'épuisement aussi derrière que ça représente. On voit que l'aspect pallier à. Donc ça serait beau de trouver un nouveau mot qui mélange un peu tout ça et qui montre aussi la complexité d'être un aidant. Ce terme aidant, en fait, moi je l'ai découvert qu'il y a 3 ans. Donc c'est-à-dire vraiment sur le tard. Et c'était un terme qui commençait à émerger, mais on n'en parlait pas autant qu'aujourd'hui en 2023. Donc, pendant tout ce temps-là, on n'a pas été du tout aidé en termes d'aidant. Peut-être ma mère un peu plus, elle était, je pense, mieux identifiée en tant qu'aidante. Mais moi, personnellement, en tant que jeune aidante, on n'a jamais remarqué que j'étais jeune aidante ou que j'aidais qui que ce soit, qui avait une situation autre à la maison. Un exemple, quand j'étais en première, j'ai écrit donc sur la petite fiche qu'on donne en début d'année à tous les élèves, s'il y a des remarques à faire. Moi, systématiquement, j'ai écrit que j'avais une sœur handicapée et que ça me prenait du temps, de temps en temps. Sauf que personne n'est revenu en fait sur ces mots-là, alors que pour nous, ça représente beaucoup de courage de se livrer et d'être aussi intime. Donc ça, c'est quelque chose que je regrette, parce que par la suite, un accompagnement aurait pu être fait. Et concrètement, moi, mes devoirs, j'ai commencé à 21h, une fois que la maison était tranquille, une fois que ma sœur était couchée. Donc 21h, 23h, c'est juste pour faire ses devoirs et être bien concentré. La responsabilité a monté au fur et à mesure de mon âge. Donc moi, je dirais à peu près entre mes 6 et mes 12 ans, j'étais plus sur du soutien émotionnel et
à pallier de temps en temps l'absence d'auxiliaire de vie, tout en ayant une présence d'adultes. On avait une super voisine qui, malgré son grand âge, elle venait nous surveiller quand ma mère était au travail. Entre les 12 et les 16 ans, je m'occupais... Donc, il y avait toujours des auxiliaires de vie, mais je voyais que c'est moi qui préparais plus le repas, qui anticipais la prise de médicaments. Donc, c'était au-delà du soutien émotionnel. On avait aussi ce côté logistique de tous les jours, tout en ayant aussi les auxiliaires de vie parce qu'elles étaient là, parce que j'étais mineure. C'était pas possible que je sois toute seule. Mais il y avait aussi le côté administratif qui est arrivé à ce moment-là. Donc j'ai pris un peu plus de responsabilités. Et puis de mes 18 à mes 25, je veux dire, donc la période où j'ai fait mes études, j'étais plus une aidante à distance. Donc c'est-à-dire que j'habitais à 100 km de là où étaient ma sœur et ma mère. Mais j'appelais tous les soirs, je rappelais à ma mère les papiers à faire. J'étais un peu la petite secrétaire à distance. Et toujours le soutien émotionnel. Et puis là, depuis 1 an et demi, je suis revenue du côté à 5 km de chez ma mère pour l'aider à s'occuper de ma sœur. Quand on parle du handicap, là dans mon cas, on a différents interlocuteurs, donc la MDPH, la CAF pour les allocations, mais aussi au niveau des auxiliaires de vie, il y a des papiers administratifs à remplir. Donc en fait, ce sont des tâches très récurrentes qui viennent tous les mois. Ou même par exemple la MDPH, on a ce qu'on appelle la PCH qui est un dossier à constituer sur l'aide qui peut être... c'est en fait une allocation qui est allouée pour compenser entre guillemets la perte d'autonomie de la personne. Mais il faut remplir un dossier assez long, à renouveler tous les 3-4 ans, si je ne dis pas de bêtises, pour voir l'évolution du handicap. Et c'est long à quantifier parce qu'il faut quantifier le nombre d'heures en aide sur 24 heures. Donc il faut réfléchir à tout ça. C'est la partie quotidienne. Après, il y a aussi la partie administrative un peu plus exceptionnelle. Lorsque ma sœur a eu 20 ans, les établissements, normalement, là où elle était, ils ne pouvaient plus la garder. Donc il a fallu trouver un nouvel établissement. Sauf que avec la politique actuelle, on ferme les places en établissement. Il n'y a pas assez de place pour le nombre de personnes qui deviennent adultes tous les ans. Donc ma sœur était sur liste d'attente pendant 6 ans. Donc il fallait renouveler aussi les dossiers pour voir si le dossier remontait dans la liste d'attente. Voilà, c'est un travail assez fastidieux et si je devais le quantifier, il représente sur une semaine bien 15 à 20 heures. Donc on est sur un temps partiel. Alors au niveau émotionnel, c'est vrai que ça peut être lourd de temps en temps. Parce qu'il y a cette charge de toujours se poser la question, est-ce que la personne va bien ? Aujourd'hui, moi je suis dans le cas où je suis aidante à la fois à distance parce que j'habite pas dans le lieu, mais en même temps 2 jours par semaine je m'occupe de ma sœur. C'est émotionnellement compliqué parce qu'on n'a pas d'équilibre de vie entre la vie professionnelle, la vie sociale et la vie personnelle. Quand j'étais plus jeune, ça a eu un gros impact au niveau de ma sociabilisation. Et puis j'avais aussi cette culpabilité de me dire que moi je pouvais faire ces choses et elle n'avait pas d'amis en dehors de son centre. Donc quand elle n'allait pas en centre le week-end, elle restait à la maison. Donc il y avait beaucoup quand même de culpabilité de ma part. Aujourd'hui, en tant que femme adulte, ça a quand même un impact fort parce que j'ai pas... Par exemple, au niveau social, j'ai pas le temps d'avoir une activité extra professionnelle. J'adorais faire de la danse, j'y ai renoncé. Aller à la piscine, j'y ai renoncé par manque de temps, manque d'énergie aussi. Donc ça, c'est au niveau social. Et puis, même aller prendre un verre avec mes amis après le boulot, ça, je ne l'ai jamais fait. Donc voilà, ça, c'est concrètement les impacts sur ma vie.
Les danses dans l'étude, moi j'étais à distance, donc il a fallu que j'apprenne à lâcher prise. Parce qu'on était, comme j'ai dit, on était une équipe, donc on était très soudés toutes les trois. Donc j'ai dû apprendre à me dire que je ne vais pas pouvoir les aider s'il y a quoi que ce soit, s'il y a un petit souci. Donc ça a été un long travail. Je suis quelqu'un de très anxieuse. Et ne pas avoir le contrôle juste sur cette partie-là par rapport au fait d'aider ma sœur, ça m'a créé beaucoup d'anxiété. Donc ouais, je recommanderais beaucoup de méditation, prendre du temps. Ce qui m'a aidé aussi, c'est avoir fait du sport. Je me suis mise au vélo. Et surtout d'avoir été suivie par une psychologue. On a mis en place des exercices déjà de confiance en soi, parce que c'était une partie de ma confiance en moi. Pour moi, mon identité, c'était d'être l'aidante de ma sœur et non pas d'être Léonora. Ça, j'ai pu le développer après. Et puis elle m'a beaucoup accompagnée à mettre les choses en perspective et à apprendre à cloisonner les choses, c'est-à-dire qu'il faut accepter de dire non, par exemple, si on est sollicité sur je reviens encore à l'administratif, mais c'est ce qui prend le plus de temps, à dire non s'il faut aider à faire un dossier. Parce que soi-même, on a ses propres devoirs à faire, mais on a aussi besoin de son propre temps pour soi. Ce qui est dur quand même, quand on dit non à ses propres proches, c'est compliqué. Aujourd'hui, professionnellement, en fait, il me faudra un emploi sur mesure. Un emploi où j'aurai un peu de marge de manœuvre pour les imprévus. Ne serait-ce que cette semaine, j'ai eu énormément d'imprévus. Pour avoir une idée, donc les imprévus que j'ai eus, c'est que ma sœur, qui habite donc un peu loin de chez moi, est tombée malade. Elle a la chance d'être dans une colocation, donc un habitat partagé, où il y a des auxiliaires de vie qui sont là 24 heures sur 24. Sauf que là, aujourd'hui, il s'est avéré qu'elle est tombée malade et ça a atteint un peu ses capacités pulmonaires. Il a fallu agir vite, sauf que moi, j'étais à une centaine de kilomètres de là. Ma mère était en vacances, parce que c'est la période des vacances. Donc, il a fallu, en urgence, en fait, trouver un rendez-vous avec un médecin et trouver une solution pour qu'elle puisse respirer, en fait, tout simplement. Donc, voilà, c'est pour ça que je dis il y a un peu de marge de manœuvre, parce que des pépins comme ça, il y en a tout le temps, toutes les semaines. Donc, l'agenda doit toujours être ajusté, en fait, en fonction des urgences. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir être un peu flexible, mais c'est vrai que ça serait bien, je ne sais pas dans quelle mesure, de trouver un emploi où il y aurait une marge de manœuvre, cette possibilité-là, parce que ces contraintes-là font partie de la vie de tous les aidants. Je ne suis pas une exception. Qu'importe comment est-ce qu'on aide, que ce soit un parent, un conjoint, ses grands-parents, son enfant, ces contraintes-là nous arrivent à tous. Toutes les personnes qui me fréquentent savent que j'ai une grande sœur qui est handicapée, qui me demande du temps, que des fois, je le dis, dès que je commence une amitié, des fois, je ne réponds pas tout de suite aux SMS. C'est possible parce que je suis débordée. La charge mentale est tellement grande que les SMS passent vraiment en tout dernier de la liste. Ça m'a coûté des amitiés, ça c'est sûr. Après, sur la vie sentimentale, mon compagnon savait que j'avais ma sœur. Et je lui ai tout de suite été très claire en disant que plus tard dans ma vie, moi, je vais être amenée aussi à partager mon temps pour m'occuper de ma sœur. Ça ne sera pas du temps exclusif entre les amis, la vie de famille. Il y aura aussi et forcément le temps consacré à ma sœur. Donc ça, c'était un terme non négociable dès le début. Et il a accepté. Ouf. Aurélien Tasse est professeur des universités, enseignant-chercheur en psychologie, spécialisé en psychologie clinique,
Depuis 2017, avec sa collègue Géraldine Dorard, elle a monté un programme de recherche dont les travaux visent à identifier les difficultés et besoins des jeunes aidants et identifier et développer les dispositifs pour les accompagner. Dans la définition, on considère que c'est un enfant ou un adolescent qui va apporter une aide régulière, significative à un proche malade ou en situation de handicap au sein du foyer. Les recherches, elles montrent que l'aide, elle peut commencer très tôt. Dès l'âge de 5-6 ans, un enfant peut aider. Alors, il va pas aider autant peut-être qu'un adolescent, mais il va déjà commencer à développer des activités d'aide. Le terme jeune aidant, il va jusqu'à 18 ans théoriquement. Il peut aller plus loin, mais alors nous, on essaye de parler de jeune adulte aidant ensuite, entre 18 et 25 ans, parce que on sait aussi qu'il y a des spécificités développementales, en fait, en fonction de l'âge. Et quand on est entre 18 et 25 ans, ben, on a de nouveaux défis dans la vie. On va on va se séparer un peu de sa famille, construire son projet de vie, sa carrière, sa vie familiale, etc., qui va être différent de ce qui se passe au moment de l'adolescence ou avant l'adolescence chez les enfants. Il y a des profils très, très différents dans le terme jeune aidant. Il y a des enfants, ils naissent et ils ont déjà un frère ou une sœur avec, par exemple, dans les situations de polyhandicap ou dans les troubles du spectre de l'autisme, eh bien, c'est vrai que très tôt, il peut y avoir des petites activités que l'enfant va faire et finalement, tout au long de sa vie, il va connaître cette situation. Et on sait qu'en plus, chez les frères et sœurs, il y a des travaux qui montrent qu'il y a vraiment des spécificités aussi parce que quand ils vont être adultes, et plus ils vont grandir, plus ils vont se dire qu'à un moment, ils vont aussi prendre le relais des parents. Et qu'est-ce qui se passera quand les parents sont plus là? Et en même temps, il y a des enjeux autour de la relation fraternelle qui sont spécifiques. Et puis après, il y a d'autres enfants qui, à un moment donné, au cours de leur vie, vont avoir, par exemple, un parent malade, un cancer, par exemple, qui arrive très ponctuellement et qui va venir bouleverser la famille et qui va demander vraiment un ajustement de la part de tout le monde et qui peut être évolutif, c'est-à-dire au début, l'enfant, il peut ne pas beaucoup aider et puis parce que la maladie est grave, parce que le proche va vraiment être avec des limitations importantes dans sa vie quotidienne, il peut plus faire certaines choses et donc les proches et les enfants peuvent vraiment être très impliqués finalement dans plein d'activités. On considère qu'ils peuvent aider au niveau des tâches domestiques, tout ce qui va être faire les courses, préparer les repas, etc. Donc la vie familiale. Ils peuvent aussi être amenés à aider dans tout ce qui va être soutien émotionnel, vraiment le soutien moral. Ça, on sait que c'est les 2 aides les plus fréquentes chez les jeunes. Et après, ça peut être de l'aide au niveau des soins, hein, peut-être aider à faire des pansements ou aider à préparer les médicaments, des choses vraiment liées à la maladie. Et puis, des aides moins spécifiques à la maladie que tous les jeunes peuvent faire, mais qui vont être souvent plus importantes chez les jeunes aidants, comme par exemple s'occuper des frères et sœurs plus jeunes ou aider dans la paperasse administrative, parfois avoir un petit travail quand ils sont en âge de travailler pour amener un peu plus de revenus au sein du foyer. Voilà, des activités assez larges. On sait, c'est que le fait d'être jeune aidant peut avoir un certain nombre d'impacts négatifs, c'est-à-dire que ça peut avoir un impact, sur leur santé physique, parce qu'ils vont être plus fatigués, etc., sur leur santé mentale. Notamment, ils vont avoir des inquiétudes par rapport à la maladie, à la santé de leurs proches. Ils vont être souvent plus isolés. Ils vont avoir moins d'activités que d'autres jeunes parce qu'ils vont être plus à la maison, à s'occuper des proches, faire toutes les activités d'aide. Et ça peut avoir un impact sur leur scolarité ou sur leur carrière ensuite, ou universitaire quand ils sont plus grands. Après, ça ne veut pas dire qu'il y a un impact forcément pour tout le monde, mais on sait que ça peut avoir un impact important, surtout en fonction de la quantité d'aide qu'ils apportent. Il y a des travaux qui montrent qu'il y a des jeunes aidants qui apportent jusqu'à 50 heures d'aide par semaine. Donc forcément, tout ce temps-là, c'est pas du temps pour soi ou pour des activités extérieures. Et après, on sait qu'il y a aussi des impacts positifs. Les jeunes aidants, ils vont pouvoir décrire une relation plus proche avec le proche aidé, le fait que ce sont des jeunes aussi qui vont être plus rapidement autonomes,
qui vont aussi développer des capacités d'adaptation. Finalement, ils sont un peu habitués à gérer des situations difficiles. Donc, finalement, au quotidien, ils arrivent aussi à plus gérer ça. Et puis, ils peuvent développer d'autres compétences comme par exemple de l'empathie, être plus sensible à la détresse de l'autre d'une manière générale. Et il y a des travaux qui suggèrent que les jeunes aidants s'orienteraient davantage vers des carrières qui mobiliseraient ces compétences, comme des carrières autour du soin ou du social. Les conséquences positives, elles vont quand même apparaître à condition que le jeune soit soutenu et reconnu dans l'aide qu'il apporte. Donc, c'est ça qui est important aussi, c'est de se dire, alors ça n'a pas besoin d'être quelque chose d'officialisé, voilà, mais que le jeune, il se sent pas complètement isolé dans l'aide qu'il apporte. Et puis que ce soit au niveau familial ou peut-être à l'école ou à l'hôpital, il y ait des personnes qui puissent dire, voilà, c'est vrai que ce que tu fais, c'est pas ce que fait n'importe quel jeune, et qu'il y ait une forme de reconnaissance autour de ça. C'est vraiment pouvoir favoriser finalement leur bien-être, leur santé mentale, parce que ça a un impact quand même non négligeable sur leur situation et puis sur leurs opportunités en fait, voilà, de vie professionnelle, etc. Et puis au-delà du jeune, je dirais au sein du foyer familial et par rapport aux proches aidés, je pense que lui aussi, il va pouvoir être soulagé de se dire qu'on prend en compte le proche et qu'on vient aider plus globalement, voilà, la famille à mieux vivre avec la maladie ou le handicap. Aider, s'entraider, un podcast proposé par Malakoff Humanis en partenariat avec Audencia. Retrouvez d'autres épisodes sur les plateformes de podcast.